appliqué. Si je tire sur le manche, les gouvernes de profondeur remontent. Et donc, je vais avoir une assiette à cabrer. Ça, c'était la première commande du manche. Deuxième commande du manche. Emma. Alors, droite et gauche. Qu'est-ce que ça va changer sur mon avion? Le gouvernement de direction. Non, ça change pas. La gouverne de direction. Ça change. Riyad, tu t'en souviens? Ce que ça change quand je mets mon manche à droite et mon manche à gauche. Ça change les ailerons. Donc si je mets mon manche à gauche, mon avion va avoir tendance à faire quoi? À tourner à gauche. Donc mon aileron gauche se lève, mon aileron droit se baisse, et mon avion a tendance à faire ça. Quand il fait ça, on dit qu'il change son angle de roulis. L'angle de roulis. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre d'important? Troisième commande que je peux changer, donc c'est ce que nous disait tout à l'heure Samuel. Le palonnier, c'est les pédales. Les pédales changent quoi sur mon avion? Quentin. L'arrière, alors, ça s'appelle pas un aileron, c'est pas un requin. Ça s'appelle la gouverne de direction, cette partie-là. Alors ça, c'est l'empennage vertical, toute cette partie, tout ça là. Et ça, la partie coloriée sur mon super carton de la marquitule, c'est la gouverne de direction. Donc, quand je mets du palonnier à droite, la gouverne de direction va à droite, et mon avion tourne à droite. Ok. Ça change l'angle de le troisième du coup. Non. Alors, l'axe de roulis, c'est ça. L'axe de tangage, c'est ça. Et le dernier, c'est l'axe de lacet. Comme ça, là, sur lui-même, c'est l'axe de lacet. Ok. Est-ce que ça va l'idée? Donc là, on a refait un tout petit peu pour que vous ayez un peu l'idée. On avait vu aussi une autre effet, c'était les effets non voulus. Par exemple, quand je mets du manche à gauche, mon avion va avoir tendance à faire du roulis à gauche. Ça, c'est ce que je veux. Mais il a tendance aussi à faire ce qu'on appelle le lacet inverse. Donc, il fait du roulis comme ça. Alors, je vais essayer de le faire comme ça. Il fait mon roulis, mais en même temps, il va avoir tendance à faire du lacet inverse. Du lacet à droite. Et pour éviter ça, il va falloir que je fasse quoi? Pour éviter le lacet, on commande le lancer avec le palonnier. Donc en fait, quand je veux tourner à gauche, je mets mon manche à gauche, mon avion commence à pencher, mais en même temps qu'il va commencer à pencher, il va commencer à avoir du lacet. Donc en même temps, je mets du palonnier à gauche. Ça va l'idée? Pour redresser le nez de l'avion en même temps. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'était le lacet inverse. Et ensuite, on avait vu aussi que quand je mets du palonnier, ça va me faire, donc quand je mets le palonnier à droite, mon avion il est censé faire du lacet à droite, mais en même temps il va légèrement avoir du roulis à droite. Ce qu'on appelle le roulis induit. Ok. Lacet inverse, c'est parce que le lacet va dans le mauvais sens par rapport aux directions où je veux aller. Et le roulis induit, c'est pour dire que le roulis va dans le même sens que le sens que moi j'essaye d'aller. Il va faire ça, mon avion en même temps. Ça va à peu près l'idée? Voilà ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va essayer d'avancer sur tout ce qui est la structure de l'aéronef. Les slides, il y en a certaines qui sont pas hyper excitantes, donc voilà. Là, il y a un élément qui est important, donc sur tout ça, je vais écrire en même temps au tableau ceux qui sont en distanciel, il faut que vous switchiez à chaque fois entre mon écran et ma vidéo en bas. D'accord? Donc normalement, vous devez pouvoir avec un bouton, vous devez pouvoir accéder à la vidéo. Je ne sais pas si vous y avez accès ou pas. Dites-le moi dans le chat si vous avez accès ou pas. D'accord. Je vais reprendre mes stylos dès que je les retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oui. Ça vous les avez peut-être sur les fiches. Je sais pas. Non. Ok, vous l'avez pas, donc il va falloir l'écrire. Alors, je vous explique un petit peu le concept. La traction, c'est quand je prends. Je vais prendre une feuille que je veux jeter. Je vais essayer d'en prendre une de brouillon. La traction. Quand je prends une feuille là, ok. Traction. Je tire comme ça. À l'opposé. Je suis en train de tirer des deux côtés comme ça. Ça c'est la traction. Vous voyez que la feuille, je peux commencer à mettre de la force en fait avant qu'elle commence à se déchirer. En vrai, une feuille en traction,
Si vraiment je tire droit sans planter mes ongles dedans, en traction, je fais quasiment rien. Ok, c'est hyper fort une feuille en traction. Ok. Maintenant en compression, la feuille, je vais essayer de pousser dans le même sens. Donc il faudrait que je me mette comme ça, mais en compression, qu'est-ce que je peux dire? C'est que ma feuille, elle va se... Voilà ce que c'est. Ok, donc en compression, ma feuille, elle est pas terrible. Troisième force, en cisaillement. Cisaillement, c'est que d'un côté, je vais tirer vers là, et de l'autre, je vais tirer vers là. D'accord. Donc en cisaillement, une feuille, je suis en train de la déchirer. Donc en cisaillement, une feuille, c'est absolument pourri. Ok. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Ça, c'est les trois types d'efforts qu'un avion va être soumis à tout ça en fait. C'est-à-dire qu'en permanence, une aile, elle va être soumise à des efforts de traction, à des efforts de compression et à des efforts de cisaillement. D'accord. Donc les matériaux, il faut bien voir que dans un avion, c'est absolument horrible parce qu'ils sont soumis à tout en même temps. D'accord. Maintenant, la flexion, c'est quoi? Je vais prendre une règle. Ah pardon, je vous laisse écrire. Je vous laisse écrire. Une règle, je vais essayer de pas la casser. Mais ma règle, quand je fais ça, quand j'appuie là, en flexion, je vois bien que ma règle en flexion, elle n'a pas de souci dans ce sens-là. Par contre, si je la prends dans ce sens-là, en flexion, si je la tiens bien, il y a un petit peu de flexion, mais pas beaucoup. Comme la règle elle est pas symétrique, elle n'a pas les mêmes résistances dans tous les sens. Ok. Si tu veux, après les slides, vous les avez de toute façon sur le Google Drive. Vous avez pardon, quand je dis les slides, c'est le PowerPoint. Vous avez tous les documents, toutes les vidéos, toutes les fichiers que je vous ai imprimés là, vous avez tout sur le Google Drive. Pardon. Et le Google Drive, t'as peut-être pas l'adresse, je sais pas si ta mère te l'a donnée, mais sinon je vous la redonnais. Ok. Voilà, je vous la redonnerai si vous y faites penser tout à l'heure que tu rajoutes ta WhatsApp. Et bien je te rajoute sur le groupe WhatsApp, j'envoie toutes les infos par WhatsApp, ça va plus vite en fait. Voilà. Oui, sur le téléphone. Et après le drive, je l'envoie sinon par mail. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Maintenant, la torsion c'est quoi? C'est que je vais essayer de tourner la règle. Qu'est-ce que je vois? Ma règle en torsion. Bah ça va, elle casse pas, mais en tout cas, là quand même de la torsion, vachement. Ok. Pareil, une aile, en permanence, ça va être soumis à des efforts comme ça, des efforts. Bon ben voilà, comme ça. Des efforts comme ça. Ok. Et en flexion torsion, alors là c'est le pire. C'est si je viens appuyer non pas au centre pour ma flexion, mais si je viens appuyer ici. Vous voyez que ma règle, en même temps, ici, alors je peux pas très bien le faire parce que je vais encore la casser, mais si j'appuie sur le bord ici, elle se plie comme ça, mais en même temps elle commence à tourner. Elle a les deux efforts en même temps. Ouais. Alors le vent, voilà. Et les efforts mécaniques, vous allez voir qu'il n'y a pas que le vent qui s'applique sur une aile. Ok. Je vais essayer de l'expliquer tout ça. Si je prends une aile, quand je suis au repos et en vol. Vous vous souvenez, mon avion de face, alors vous vous souvenez de la qualité de mes dessins, on n'oublie pas. Ça c'est mon avion de face avec ses ailes. Ok. Au repos, quand je suis pas en vol, qu'est-ce qui se passe pour mon aile? Il y a quoi comme force qui s'applique dessus? Il y a la gravité. Donc vu de face, ici j'ai le poids de mon aile qui s'applique. D'accord. Ça veut dire que sur l'extrado, c'est quoi l'extrado? Je fais quoi? Ils sont là, merveilleux. Ok. Pas de souci, Christian. Donc la gravité, elle a tendance à tirer les ailes vers le bas. C'est où l'extrado de mon aile? Sachant que là, je suis vu de face. Donc ça, c'est l'extrado. Ou l'extrado, je sais pas comment on dit, mais ok. Sur l'extrado, il se passe quoi? Ouais, donc on va le faire juste après. Donc sur l'extrado, ici, mon aile, elle a tendance à faire quoi? S'il y a le poids qui s'applique, mon aile, elle a tendance à être tirée vers le bas. Donc sur l'extrado, elle subit quoi comme type de force? Si je prends ma règle ici, le haut de ma règle, est-ce qu'il a tendance à s'allonger ou est-ce qu'il a tendance à se rétrécir?
Si je fais ça. Ah non, le haut, regarde, il va s'agrandir l'eau. Donc ici, en fait, j'ai des efforts partout sur mon matériau. J'ai des efforts en traction. D'accord. Là, je parle de l'avion au sol. Avion au sol. Ok. Ça, j'ai des efforts en traction. Par contre, mon aile, en fait, elle a tendance, si j'exagère un peu le dessin, elle a tendance à être un peu comme ça. Hop. Ok. Là, c'est quand je suis au sol, mon aile, elle a tendance à être comme ça. Donc le haut, il a tendance à subir des efforts de traction. L'aile, elle essaye de s'allonger ici. Ok. Et le bas, il se passe quoi? Ici, là. Sur l'intrado, du coup. Exactement. Là, j'ai des efforts de... Le métal, il essaye de rentrer à l'intérieur. Donc, j'ai des efforts de compression. Ok. Donc, ça, c'était pour mon avion. Hop. Je coupe en deux, mon avion. Ça, c'était pour au sol. Maintenant, quand je suis en vol. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pardon. Je vous laisse 2 secondes. En ligne, ça va, vous y voyez bien sur ma caméra? Ok. Hop. J'essaie juste d'afficher. Alors. Je voudrais juste cacher ça. Non, je peux le cacher. Hop. Ok. Voilà. Oui, je t'écoute. Ouais. Alors attends, j'essaie juste d'afficher ma caméra, mais il veut pas. Ok, voilà. Ok, et là normalement, si je fais ça, est-ce que je peux voir la caméra? Ok, super. La caméra est un peu floue par moment. C'est bon? Vous la voyez claire ou pas? Ok. Je vais vérifier qu'il y a les paramètres d'envoi. Ok, je vais l'envoyer en meilleure qualité. Hop. Là. Activer aussi en meilleure qualité. Désolé, c'est pas encore au point. Réception, définition, envoi. Hop. Normalement, il devrait y avoir une meilleure qualité qui s'affiche maintenant. Vous arrivez à lire le vert aussi? C'est bon. Donc là, c'est en compression, là, c'est en traction. Maintenant, en vol, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, en vol, il se passe quoi? Alors, j'ai le poids qui s'applique. Déjà, j'ai le poids de l'avion. Ok, de la partie fuselage. Donc, le poids du fuselage. Mais mes ailes, elles ont tendance à faire quoi? Ouais, ok, je ferai attention à pas écrire en vert là. Mes ailes, elles ont tendance à faire plutôt ça. Alors, attention, je l'exagère volontairement. Ok, c'est juste pour montrer l'idée. Parce que mon aile, elle est soumise à quoi? Comme force. Alors, j'ai toujours le poids. Effectivement, je reviens à ce que tu dis, le poids de l'aile. Mais j'ai aussi l'importance. Sauf que l'importance, elle est comment par rapport au poids de l'aile? Elle est beaucoup plus grande parce que l'importance, elle doit compenser le poids du fuselage plus le poids de l'aile. Ok. Ça va l'idée à peu près? Ouais. Donc du coup, comme l'importance est plus grande, ça a tendance à tirer mon aile vers le haut. Donc maintenant, comme elle se déforme, elle a tendance à se tordre. Non, là en fait, pardon, je vais te faire une vue de mon avion ici, c'est ça. Ok. Donc là, ça c'est le fuselage et là c'est mes ailes. Ok. Je suis désolé, c'était pas très clair. Donc, mon aile cette fois, elle subit quoi sur l'extrado? Ici. Sur l'extrado, en vol, elle a tendance à subir plutôt une compression. Ici, là, je subis une compression. Ok. Et sur l'intrado, oui. Et voilà, exactement, une traction. J'ai perdu le vert. J'avais dit que je l'utiliserais plus, donc c'est pas très grave. Donc du coup, sur l'intrado ici, il va subir au contraire, une traction. Est-ce que c'est clair à peu près l'idée? Alors là, je fais que ça, mais en vrai, il y a toutes les autres forces qui s'appliquent en même temps. Oui.
Alors, en fait, flexion, c'est une combinaison des deux. Mais je suis d'accord. La force qui est ici, ça fait une flexion. Et les efforts qui s'appliquent localement sur un morceau de métal, c'est de l'attraction. Pour vous, de toute façon, vous n'allez pas savoir faire la différence entre les deux. Okay. Vous devez juste comprendre le concept de l'aile se déforme, c'est un matériau qui va se déformer et donc il y a des efforts qui se font dessus. Ok. C'est bon pour tout le monde. En ligne aussi, c'est bon. Ok. Hop. Normalement, si je reviens ici. Non, c'est pas là. Vous laissez ça. Normalement, si je fais ça, je peux revenir sur la présentation. Ok. Donc, je vais revenir sur la présentation maintenant. C'est bon. Donc ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les efforts de compression et de traction, c'est ce qu'on vient de voir. C'est exactement les dessins que je viens de faire, mais c'était pour que vous compreniez mieux. Ok. Donc c'est la flexion des ailes qui doit tendance à faire des efforts de compression et des efforts de traction. Ouais. La flexion, c'est le fait qu'elle se tord. Donc, ensuite, les matériaux de construction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les premiers avions, ils étaient faits en bois et en toile. Ok. Pourquoi on faisait ça en bois et en matériaux composites, etc. Donc, on va voir un peu toute l'histoire de tous ces éléments. Pourquoi bois et toile au début, à votre avis? Ouais, Quentin. Exactement. La toile, largement moins lourde que le métal. Donc, comme on n'était pas très bon pour faire voler des avions, plus c'est léger, mieux ça vole. Ok. Donc, du coup, effectivement, il y a ça. Le bois, en plus, il peut se déformer comme ça. Et il va pas trop casser si on l'a bien travaillé au début. Et c'est facile à travailler le bois. Donc, en fait, je peux facilement découper du bois, assembler, etc. Et pour l'assembler, utiliser le collage. L'inconvénient du bois, c'est quoi? Est-ce que vous avez déjà vu du bois? Il prend l'eau. Et qu'est-ce qui se passe quand il prend l'eau? Ça gonfle, ça pourrit. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est en avion si ça pourrit? On est un peu triste. Oui. Et du coup, ce sera moins résistant. Alors, en plus, ça va changer toute sa dynamique parce qu'effectivement, il y a des parties, si elles sont plus mouillées que d'autres, mon avion, il va complètement avoir un truc qui est pas jouable. Donc, le bois, c'était bien, mais le bois, c'était pas top. Et surtout que quand on est en l'air, il y a beaucoup plus d'humidité qu'au sol. Donc, clairement, les avions en bois, c'était bien pour commencer quand on ne savait pas faire autre chose, mais oui. Il va être déséquilibré, et donc du coup, on va vraiment changer ses caractéristiques de vol. Et ça peut être vraiment critique. En plus, le bois, il a tendance à... C'est un matériau qui est vivant, donc il va évoluer dans le temps. Et sensible à l'humidité, c'est ce qu'on a dit. Alors bien sûr, on peut faire comme vous faites sur des volets. Quand on a des volets en bois, qu'est-ce qu'on fait? On met du revêtement, c'est-à-dire on va mettre de la laque, de la peinture. Et la laque et la peinture, ils sont là pour protéger le bois, comme ça, même s'il pleut, mes volets, ils ne gonflent pas, ils gondolent pas. Mais le problème, c'est quand on a des volets en bois, et bien tous les 4-5 ans, on va poncer tout le volet, et on va repeindre tout le volet. Les avions, pareil. Le revêtement, il faut le refaire régulièrement si on veut pas que notre bois gonfle et qu'il ne prenne pas l'eau. Donc c'est bien, mais c'est pas transcendant. Le bois, il a une résistance particulière, il résiste vachement mieux à la traction qu'à la compression. C'est-à-dire que je peux tirer sur un morceau de bois, on n'est pas là, et puis je vais arrêter de tout casser, mais je peux tirer sur un morceau de bois, par contre quand j'essaye de le comprimer, les fibres, elles ont tendance à vraiment se casser facilement. D'accord. Et donc pour ça, on va le voir juste après, mais en gros, les semelles d'extrado sont plus épaisses que les semelles d'intrado. Ça veut dire quoi? Ici, je mettais plus de bois que ici. D'accord. Parce que les efforts en vol, c'est les efforts qui vont être les plus importants. Il y a beaucoup plus de force ici que de force ici. D'accord. Donc du coup, comme il n'est pas bon en compression, ici, l'endroit où j'ai besoin de la compression, je vais mettre des morceaux de bois beaucoup plus importants que là où j'ai de la traction. C'est moins important. Ok. Voilà. En ligne, ça va, vous en sortez? Pas de réponse, c'est que tout va bien. Les bois utilisés, alors on va pas faire un cours de menuiserie, ni même de biologie du bois.
Il y a plein de bois qui ont été utilisés, épicéa, cajou, frêne sapin. Chaque bois a ses caractéristiques. Chaque bois est génial pour certains trucs, pourri pour d'autres. C'est comme dans tout, il n'y a pas de solution miracle. Ok. Voilà. Et j'y connais rien en bois, donc je ne peux pas vous aider plus sur ça. J'ai pas vu de question pour l'instant sur quel bois il faut utiliser pour faire quoi. Ok. Donc ça veut dire que même si jamais il y avait une question dans le béliard, au pire il y aura une question dans le béliard. Mais on s'en fout quoi. Ce sera la question, vous avez dit, il y a des questions pourries dans le béliard. Si un jour il y a une question sur quel bois utiliser sur quoi, tant pis, vous la sauterez quoi. De toute façon, après si vous voulez, je vous invite, encore une fois, je vous le redis, à aller lire ce livre-là, je le montre à la caméra en même temps. Très bon livre pour apprendre le béliard, qui est très coloré, avec plein de schémas et tout ça, ils sont un peu plus précis que ce qu'on voit ensemble. Ça fait un bon complément en fait. D'accord. Voilà. Donc je vous le dis, si jamais ça vous intéresse, il y en a un qui est au CDI, vous pouvez lire sur place. Moi j'en ai emprunté un parce que je m'en sers pour aussi être sûr de ne pas vous raconter des conneries, ça peut être pas mal. Et voilà. Mais si jamais vous en avez besoin, vous me dites monsieur, est-ce que je peux vous l'emprunter jusqu'à la semaine prochaine? Moi je vais en remettre un en CDI, comme ça vous pouvez l'emprunter au CDI. Ok. Voilà. Oui. À la fin, nous on s'est gardé des séances pour réviser avec vous. Donc il n'y aura pas de souci, tu vas voir. Là, à la fin de ce module-là, on va faire ensemble des exemples. Et à la fin, on en refera. Donc l'année dernière, les deux qui l'ont passé, c'était des passionnés d'aéronautique. Donc eux, ils ont bossé beaucoup. Mais en même temps, le problème, c'est que le béliard, ensemble, on a dû faire 6 séances en tout, eux et moi. Moi, j'y connaissais rien à l'époque. Mais vraiment moi, ce que je vous raconte, voilà. Donc j'étais d'une aide relative, on va dire ça comme ça. Je découvrais en même temps qu'eux, donc j'avais pas de recul, j'avais pas trop les trucs et tout ça. Pour vous, normalement, si vous suivez toutes les séances, que ce soit en ligne ou en présentiel, normalement vous n'aurez pas besoin de bosser énormément. Après, si tu regardes, là, quand on fait les petits rappels en début de séance, c'est le genre de questions auxquelles vous devez savoir répondre. Alors, attention, on est au début du béliard, c'était la première fois que vous entendez parler pour certains des ailerons, des gouvernes et tout ça. Mais normalement, c'est des choses où c'est ce genre de questions qu'il faut savoir répondre. Ok. Ça répond à la question. Ouais. La toile. Pourquoi c'est bien la toile et pourquoi c'est pas bien? Emma. Il y a certainement des toiles qui peuvent casser. Ils sont plus faibles que d'autres toiles. Ouais, il y a des toiles plus ou moins solides. Et ensuite, par rapport au bois, c'est pas étanche. Alors, les toiles peuvent être étanches si on leur met un revêtement. Mais effectivement, ça pourrait être un problème, le revêtement en toile. L'avantage, c'est quoi de la toile? C'est léger. L'inconvénient, c'est que c'est pas rigide. Et elle peut prendre l'humidité et pourrir. Mais en plus, c'est pas rigide. Donc, si je veux faire une structure rigide pour mes ailes et pour mon avion, la toile, elle n'aide pas vraiment à faire une structure rigide. Ok. C'est pas elle qui va maintenir 2 bouts de bois à 20 cm exactement quoi. Elle va pouvoir tenir en traction, mais elle va pas pouvoir tenir en compression. Ouais. Voilà. Du coup, le problème, c'est quand j'ai des... Et puis l'étoile, c'est ce que tu disais tout à l'heure, elle peut se déchirer. Donc quand je vais avoir des avions rapides, la toile, j'oublie. Parce qu'il y a tellement de force dans tous les sens, comme elle est pas rigide et qu'elle peut se déchirer potentiellement, les avions rapides, il y a trop de force. Donc ça va être horrible. Donc on met pas de toile pour des avions rapides. Qu'est-ce qu'ils ont fait au début quand ils ont augmenté les vitesses des avions? Ils ont remplacé les toiles par du contreplaqué. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est du contreplaqué? Ouais. Non. Ça. Contreplaqué. Ok. C'est plusieurs petites planches de bois ensemble, quoi. Voilà. Ça, c'est une planche de contreplaqué. Et donc, c'est mieux que de la toile. Après, est-ce que ça vaut du métal? Pas forcément, quoi. Effectivement, c'est ça. Est-ce que vous voyez à la caméra? Oui. Ouais. Après, ça peut dépendre des toiles, mais là, tu vois, si je prends un contreplaqué comme celui-là, forcément, ma toile, elle sera moins épaisse que ça. Ok. Mais encore une fois, ça dépend des toiles et ça dépend de plein de choses. Et Samuel nous dit, le contreplaqué, c'est comme pour les skates. Effectivement, là, on voit bien, je sais pas si vous avez déjà vu le côté d'un skate qui n'est pas traité, ça ressemble vraiment à ça, quoi. Ok. Donc, ici, on a un avion qui est en bois avec des planches de contreplaqué. Ok. Voilà. Ensuite, les structures métalliques. On va avancer un peu. C'est quoi l'avantage? Le métal, c'est solide, c'est résistant.
bon, ça peut rouiller. Mais par contre, par rapport au bois, ça pourrit pas. D'accord. Donc il y a quand même des avantages. Et en plus, les métaux, on peut mélanger différents métaux pour avoir des trucs qui soient plus solides, plus résistants, tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle des alliages. Un alliage, c'est un mélange de plusieurs métaux. Pour s'assembler, c'est avec des boulons, des rivets, où on peut les coller. Les rivets, vous savez ce que c'est? C'est un peu comme les trous des chaussures, là où on passe les lacets. C'est un rond métallisé autour. Ouais. Exactement, comme sur les plaques d'immatriculation. C'est ça les rivets. L'inconvénient, le métal, ça peut rouiller. Et ça peut, si on le tord trop, ça peut rester tordu. Ok. Et c'est lourd. Bonjour. C'est bon pour tout le monde? Allez, on va passer. Les métaux qui sont utilisés, comme pour le bois, on va pas faire une analyse de tous les métaux, vous n'êtes pas des spécialistes du métal, ok? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à base d'aluminium, de cuivre et de titane. Okay. Et les trois métaux ont des particularités. L'aluminium, c'est très léger. C'est rare quand même, c'est ultra lourd. Alors le titane, l'inconvénient, c'est que c'est très lourd. L'avantage du titane, c'est que c'est très résistant. Donc on va essayer de faire un mélange suivant les différents morceaux de l'avion, d'endroits où on va se mettre en aluminium, parce que l'aluminium, c'est léger. Et ça peut pas s'oxyder, c'est-à-dire que l'aluminium, ça peut pas rouiller, voilà. Le cuivre, c'est bien ça. Alors, le cuivre, c'est résistant et surtout, est-ce que vous avez déjà vu du cuivre qui rouille? Alors, est-ce que vous connaissez la gare de Limoges? Pas trop. Et bien en fait, le toit, il est en cuivre. Le cuivre, normalement, c'est quelle couleur? À peu près. Bronze orange, quoi. Ok. Ouais. Exactement. Quand le cuivre il rouille, entre guillemets, en fait la rouille du cuivre se met au-dessus du cuivre. Donc le métal, quand ça rouille, quand j'ai une barre de métal qui rouille, ce qui se passe, c'est que la rouille va venir manger mon métal. Ça, c'est du métal classique, d'accord? Quand j'ai du cuivre, mon cuivre va rouiller, mais par contre la rouille du cuivre va se mettre par-dessus, va former une protection. Donc le cuivre, c'est génial, c'est que quand il rouille, il est mieux protégé que quand il n'est pas rouillé. Alors rouillé entre guillemets. Voilà. Ok. Et la statue de la liberté est rouillée aussi en cube. C'était ça que tu voulais dire? Ah bon, vous avez eu la même idée. Donc effectivement, la statue de la liberté aussi, elle est en cuivre. Et quand elle rouille, elle devient verte. Et c'est intéressant parce que quand il nettoie des parties, on revoit le cuivre en dessous. Voilà. C'est bon pour tout le monde l'idée? Bon, le but c'est pas de devenir spécialiste ni du bois ni du métal, mais c'était important de comprendre un peu les grandes idées de tout ça. Ok. Donc là on a un avion en métal. Enfin avec plusieurs alliages, etc. Il y a des matériaux composites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mélanger. Désolé. On va mélanger plein de différentes choses pour avoir les meilleures propriétés de chacun. Ok. Donc j'avance un petit peu parce qu'en vrai, ouais. Exactement. Alors, ce qu'on appelle le carbone, le polyester, c'est des polymères en fait. Dit un peu vulgairement, c'est une sorte de plastique. Alors ça fait partie de la famille des plastiques. Mais il n'y a pas que ça. Ça peut être de la céramique, ça peut être plein de choses. Du coup, est-ce qu'on donne ici des exemples? Voilà. Ça peut être polyéthylène, résine époxy, fibre de verre, fibre de carbone, etc. D'accord? Le problème de ces avions-là, ils ont des super propriétés. Le problème, c'est qu'à produire, c'est compliqué. Et à entretenir, c'est compliqué. Et en plus, c'est très toxique. Donc là, on est vraiment dans... Oui. Et en plus, c'est hyper cher. Donc du coup, c'est utilisé, mais il n'y a pas que ça. Ok. Structure mixte. Alors... J'avance parce que là, ici, vraiment, souvent, il mélange un peu tout. C'est ça que ça veut dire. Ok. Voilà. Structure d'un fuselage. Donc là, on va s'intéresser à la partie vraiment intéressante. Les fuselages, on peut avoir la structure en treillis. La structure en treillis, si je prends ici, je vais faire directement un schéma. Comme ça, on va gagner du temps. Donc je prends ici structure en treillis. Alors, je vais mettre la caméra ici pour que tout le monde voit. Hop là.
là. Ok. Donc la structure en treillis, c'est quoi? Si je fais mon fuselage. Donc là, je regarde mon avion du côté. Ça, c'est le fuselage. Ok. La structure en treillis, je vais avoir des longs éléments qui vont être ici. Qu'on va appeler. Je vais en mettre que 2. Parce que ça suffit. Hop. C'est ce qu'on va appeler les longerons. Ok. Donc les longerons, c'est des longues barres qui viennent sur toute la longueur du fuselage. Ok. Et ensuite, on va avoir au milieu. J'ai perdu mon stylo. C'est pas grave, je vais le faire en bleu. Des éléments. Alors, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être comme ça, ça dépend. Hop, je vais en faire comme ça. Hop là. C'est ce qu'on appelle les traverses. C'est bon pour tout le monde? Comme ça, je vais faire les différents schémas au fur et à mesure. Ça, c'est des éléments à connaître. La caractéristique principale de la structure en treillis, c'est qu'on a, c'est ce qui disait dans la truc différent, c'est qu'on est avec un revêtement, je sais pas de quelle couleur le faire, revêtement non travaillant. Alors, ça veut dire quoi un revêtement non travaillant? C'est que ce que je mets par-dessus toute ma structure ne va pas aider à rigidifier. Par exemple, si je mets de la toile par-dessus tout ça, c'est pas ça qui va faire que c'est solide. Donc le revêtement non travaillant, ça veut dire que le revêtement qui est autour plaqué sur tous ces trucs-là va pas aider à la rigidité. D'accord. Ça, c'est le premier type de structure. D'un fuselage. C'est bon pour tout le monde? Vous voulez une seconde encore? Ok. Donc là, vous avez une autre photo de notre exemple. On retrouve les longerons qui sont les grandes barres métalliques qui traversent tout le long comme ça. Et au milieu, ici, on retrouve les traverses. D'accord? Oui. Je sais pas pourquoi vous avez le revêtement non travaillant, c'est-à-dire que ton fuselage, il a une ossature. L'ossature, elle est faite des longerons et des traverses. Et il a par-dessus une couverture. Alors ça peut être du métal, du bois, des trucs comme ça. Dans la structure en treillis, le revêtement, il est non travaillant, c'est-à-dire qu'il n'aide pas à rigidifier. D'accord. Par exemple, si je mettais du tissu par-dessus mes barres ici, c'est pas le tissu qui va tenir tout le truc. C'est vraiment les traverses et les longerons qui tiennent. Donc là, c'est ce qu'on appelle un revêtement non travaillant parce que dans ce type de structure-là, on a l'ossature qui est hyper solide dans tous les côtés. Et par-dessus, on va y mettre un truc qui sert juste à pas qu'il y ait d'air qui rentre. Je schématise un petit peu, mais dans l'idée, c'est ça. Ok. Ça va pour vous? Ok. Vous me dites si je vais trop vite, pas assez vite, ou si ça va. Je sais pas quelle heure il est. 48. Ok. Deuxième type de structure, c'est ce qu'on appelle la structure monocoque. La structure monocoque. Dans la structure monocoque, on va avoir des cadres qui sont reliés par des revêtements travaillants. D'accord. Donc là ici, je vais faire le dessin. Si j'ai mon fuselage qui est ici, je vais essayer de le faire d'une autre couleur. Hop là, dessin de qualité, je sais pas si vous le remarquez, mais j'espère que vous le remarquez. Hop, je m'applique vraiment pour faire un truc potable. Ça, c'est ce qu'on appelle les cadres. Ok. Donc en vrai, il y en aurait beaucoup plus. Si je regarde ma photo ici, vous voyez qu'il y a plein d'anneaux. Et ils sont reliés comment les uns aux autres? Il n'y a rien qui traverse, il n'y a pas les longerons comme ici. Donc ici, c'est vraiment des plaques de revêtement. Alors là, j'ai mis des plaques, c'est juste pour vous montrer. Ok. Mais là, c'est un revêtement travaillant. Ok. C'est-à-dire que le revêtement, c'est lui qui va retenir toute la structure avec mes cadres. Ouais. Ça va à peu près, Riyad, l'idée? Ok. Donc il faut absolument que mon revêtement, dans ce cas-là, il soit rigide.
Donc revêtement travaillant, ça veut dire qu'il aide à la rigidité. Et non travaillant, c'est qu'il n'aide pas à la rigidité. Ok. Donc là, c'était... Merde, j'ai pas dit son truc, ça c'est une monocoque. Donc là, ici, j'avais fait un truc en bleu pour que vous y voyez, mais monocoque, ça veut dire que c'est un seul morceau, quoi. Ok. Qui est solide. Donc là, c'était en treillis, là, c'est monocoque, et le deuxième, c'est... Le troisième, c'est semi-monocoque. Alors, le semi-monocoque, vous imaginez bien que c'est semi, on va avoir que la moitié. Donc ici, on va avoir des cadres. Hop, je refais mon super schéma de la morphine du tout là. Ça, c'est des cadres. Ok. Sauf que dans la différence avec le monocoque, mes cadres vont être retenus ensemble par... Alors je suis désolé, je n'utilise pas les mêmes couleurs que tout à l'heure parce que je me suis planté. Ouais. Exactement, les longerons. Et en plus, il y a un troisième truc qui sont des petites ailes ici entre deux cadres. Hop. Les lisses. Bien sûr, mon dessin est absolument dégueulasse. Je vais essayer de faire un peu mieux. Hop. Voilà. Là, on voit bien. Hop. Un peu mieux comme ça, je pense. Vite fait. On se moque pas. Je t'ai vu, regardez, avoir un petit sursaut de... Ça va, améliorer. Hop là. Voilà, là c'est bien, non? On se moque pas. On verra si t'as fait sur ta feuille. Oui. Ouais, ben voilà. Tant pis. Je vais pas faire les beaux-arts. Bon. J'avais plus trop d'espoir. Est-ce que ça va pour tout le monde? En ligne, vous y voyez bien à peu près là sur ça? Est-ce que vous voyez bien si je fais ça en ligne? Ou pas du tout? Pas du tout. Zachary dit oui et d'autres me disent ça change pas grand chose. Bon. Ouais, effectivement, ça change pas énorme. J'ai surtout des gros reflets pourris de mes fenêtres. Mais bon. C'est bon pour tout le monde? Ok. Allez, on avance. Du coup, ici, sur la vidéo, on voit bien. Hop, je remets l'écran ici. On voit bien les cadres, les lisses. Alors les cadres, c'est les grands cercles qui sont ici tout le long. Les lisses, c'est les petites barres qui relient les différents cercles. Et les longerons, c'est les grandes barres qui partent d'un point et qui vont tout au fond. Alors là, sur cette photo-là, on ne le voit pas hyper bien. Il faut imaginer la structure. De toute façon, sur la photo que j'ai à l'écran, on ne voit pas mieux. Ok. Structure d'une aile. Eh bien, on va retrouver un petit peu la même ordre d'idée. D'accord. Donc ici, sauf qu'il y a un peu des mots de vocabulaire qui changent. Mais sinon, dans l'idée, pour mon aile, donc là, je fais une parenthèse. Tout ça, c'était pour le fuselage. Ok. Et pour mon aile, hop là. Elle ici, c'est quasiment tout le temps. Alors on peut avoir des petites différences. Je vais arriver à le dire. Mais tout ce qui est cadre, ça s'appellera plus cadre, ça s'appellera des nervures. Et on peut avoir soit un seul longeron dans toute l'aile, soit plusieurs longerons. Donc en gros, hop, si on y arrive, et le revêtement de l'aile est en général non travaillant. Oui. Est-ce que les deux ailes, elles peuvent avoir le même longeron ou pas? C'est une excellente question. J'ai pas la moindre idée. Voilà. Ce serait pas bête pour augmenter la stabilité. Mais ça dépend parce que si tu as un dièdre positif ou un dièdre négatif, le même longeron, il peut pas faire les deux ailes. Oui, en le tordant au milieu. Oui, je sais pas. Je saurais pas du tout répondre. Ouais.
je peux pas dire. Donc ici, dans les ailes, il existe trois structures. Les mono-longerons, les multi-longerons et les formes de caissons. Ok, on va faire le dessin pour les trois. D'ailleurs, je sais pas si on va faire le dessin pour les trois. Pas du tout. On va pas faire le dessin pour les trois. Bon, c'est l'idée. Je vais faire quand même un dessin. Est-ce que j'ai une définition? Ouais. Donc, dans ces deux cas-là, ici, dans ces deux cas-là, j'ai un revêtement. Et je vais faire quand même le dessin. Ici, j'ai un revêtement non travaillant. Et dans le cas du caisson, j'aurai un revêtement travaillant. Alors, je suis désolé, mon tableau n'est pas très bien organisé, mais on a l'idée vite fait de bon. Ok. Donc, je vais quand même faire un dessin sur mon aile. Mon aile, vue de côté. Ça ne s'appelle plus les cadres, ça s'appelle les nervures. Et si je suis dans le cas d'un mono-longeron, ici, hop, là je fais mon longeron. Ok. Sur toute la longueur de l'aile. C'est bon l'idée? À peu près, ouais. Le longeron, ça va être une grosse. Imagine que c'est la grosse barre métallique sur laquelle je vais venir charger tous les petits trucs. Et ensuite, pour finir de construire mon aile, par-dessus ces cadres, je vais venir mettre un revêtement non travaillant. C'est-à-dire, je vais mettre par exemple soit du tissu, je peux venir emballer tous ces cadres avec du tissu. Si je viens emballer tous ces cadres avec du tissu, regarde, qu'est-ce qui se passe? Hop. Avec un dessin d'une qualité absolument infâme, mais tu vois l'idée, on obtient l'aile complète. Donc le longeron, c'est ce qui va donner la structure, la solidité de la structure dans la longueur. D'accord. Et les cadres, c'est ce qui va donner la rigidité plutôt dans la largeur. Ok. Il y en a, c'est en termes longitudinal et l'autre en termes transversal. Ça va à peu près l'idée? Dans ce cas-là, dans le cas des caissons, on va avoir ce qu'il disait dans la slide d'avant, c'est que on va avoir des sortes de cadres qui sont tenus entre eux, non plus par un longeron, mais par directement le revêtement autour. C'est un peu comme on avait ici. Quand je suis en treillis, c'est vraiment les longerons et les traverses qui tiennent. Donc on est quasiment dans ce cas-là, avec un longeron et des nervures. On a le même structure. Et dans le cas du caisson, on est plutôt dans ce cas-là, c'est-à-dire j'ai des cadres qui sont tenus entre eux par le revêtement. Donc on a un peu l'équivalent dans les ailes en fait. Ok. Donc moi dans les anciens sujets, j'ai déjà vu des questions sur les longerons, les traverses, les nervures. Ok. Savoir ce que c'était, savoir dire à quoi ça servait quoi. Ok. Dans le cas des treillis, monocoque, semi-monocoque. Ça c'est des questions qui peuvent arriver. Ok. Samuel, je suis d'accord. On a fini pour cette partie. Merveilleux. On va pouvoir passer à la partie qui est intéressante. Bon, celle-là, elle est intéressante aussi. La deuxième partie qui est intéressante, c'est les instruments. Hop. Dès que ça va bien se charger. Hop. Donc les instruments, il y a deux petites vidéos. Ce que je vous propose, c'est qu'on les regarde pas pour l'instant. Alors oui, ça paraît étonnant de dire je vais pas les mettre. Tout simplement parce que si je les projette au tableau, ça va être dégueulasse. Vous allez rien y voir, mon vidéoprojecteur il est d'une qualité infâme. Et vous allez rien voir, sachant que la vidéo est déjà pas d'une bonne qualité. Vous allez rien voir. Et en plus, en fait, ce qu'on va voir dans les vidéos, vous allez les voir directement dans le PowerPoint. Donc, je vous propose, on regarde le PowerPoint. Et à la fin, s'il nous reste du temps, si on n'est pas trop en retard, on regarde les vidéos. Ok. Pareil, en ligne, les vidéos, vous les avez directement dans le Drive. Il y a un dossier où il y a les vidéos. Dans le PowerPoint, elles se lancent pas parce qu'elles ont été rajoutées après, elles n'ont pas été rajoutées correctement. Mais on s'en fiche, c'est pas très grave, vous allez chercher les vidéos à la main. Les deux vidéos qu'il y a dans les instruments de bord, les vidéos s'appellent Contrôle instrument et instrument.
Donc voilà. Et elles sont plutôt bien faites. Donc on les regardera juste à la fin si on a un peu de temps, d'accord? Donc là, je lance le PowerPoint. Hop. Et là, on est pile poil à l'endroit des vidéos. Bon, ne va pas regarder. Hop. Je redonne. L'examen visuel. L'interprétation. Elle marchait pas chez moi, ils ont décidé de se lancer. Les trois examens visuels. Tu te calmes. Ok. Voilà. Donc, écoutez, si vous y voyez, vous me le dites. Mais je pense qu'on y verra rien. Et l'application de ces informations, les trois aptitudes requises pour le pilotage aux instruments. L'examen minutieux des instruments est un art que vous développerez avec la pratique. Les instruments d'un appareil peuvent être divisés en deux catégories. Contrôle et performance. L'horizon artificiel et le tourne-tour sont des instruments de contrôle. Les instruments de performance sont l'altimètre et le variomètre pour l'altitude, le compas et le coordinateur de virage pour la direction et l'indicateur de vitesse pour la vitesse. En partant de l'horizon artificiel, scrutez les instruments de performance qui vous fournissent des informations pour chaque manœuvre. Vous n'y voyez rien là. Ouais. On va finir la vidéo électronique. Vous pouvez procéder selon cet ordre. Vérifiez la. Ça veut dire quoi? Un vol droit et en palier. Ouais, pas directement. Il y en a d'autres qu'on a une autre définition, plutôt comme palier dans l'atmosphère. Droit et en palier. Droit, ça veut dire que je vais pas à droite, pas à gauche. Ok. En palier, je suis pas en train de monter, pas en train de descendre. C'est-à-dire que je vais garder la même altitude. Alors ça veut pas dire que mon avion. Je souhaiterais que Ok. Ouais. Donc, en palier, ça veut pas dire que mon avion il est comme ça. Ça veut pas dire qu'il est à l'horizontale. En palier, ça veut dire que il est peut-être comme ça parce qu'il y a des efforts et tout ça. Mais en tout cas, son altitude ne change pas. Un vol en palier, l'altitude ne change pas. D'accord. Je vous donne le mot parce que comme il va revenir plein de fois, au moins vous l'avez vu une première fois et tout ça. On va laisser la première vidéo artificielle. Allez au directionnel pour confirmer le cap. Revenez à l'horizon artificiel pour faire correction de cap. Allez à l'altimètre pour confirmer l'altitude. Revenez à l'horizon artificiel pour effectuer les corrections d'altitude. Allez au badin pour vérifier la vitesse. Puis revenez à l'horizon artificiel pour confirmer l'assiette. Voilà. Donc là, c'est un exemple de quand je fais un vol aux instruments. Je regarde pas par le pare-brise. Je fais un vol qu'avec les instruments. Et quand je fais un vol qu'avec les instruments, il me faut énormément d'informations pour pouvoir savoir où j'en suis de mon vol. Donc là, ce qu'il explique, c'est un peu la démarche. On va voir tous les instruments. Je propose qu'on saute un petit peu les deux vidéos parce qu'elles marchent tellement mal qu'on ne voit rien à l'écran. C'est un peu dommage. Et on va revenir dessus juste après. Sinon, vous les avez de toute façon dans le drive. Je vous conseille de les regarder. Donc on va commencer par parler. J'attends juste que ça se mette en ligne. De l'altimètre. Alors, hop, on met note pour voir que je vais oublier. Ok. L'altimètre, il fait quoi? Alors l'altimètre, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il fait déjà? Oui. Ça mesure l'altitude. Ouais. Alors, il mesure l'altitude. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est un mètre? Il mesure jusqu'au sol. Il y a la première, c'est il mesure l'altitude par rapport au point de décollage. Et la deuxième, c'est mesurer l'altitude par rapport au niveau de la mer. Ouais. Ok, super. Exactement. Donc en fait, l'altimètre, il fonctionne comment? C'est une mesure de pression de l'air. D'accord. Plus je monte en hauteur, je ne sais pas si vous savez, mais plus je monte en hauteur, moins il y a d'air. Donc plus la pression elle est basse. Il y a moins d'air, donc il y a moins de pression. D'accord. Donc plus je monte en hauteur, par exemple les gens qui montent sur l'Everest, le problème c'est qu'il manque vite d'air, c'est un entraînement particulier. Bon, pour nous en avion c'est encore plus haut, il y a encore moins d'air. Donc la pression elle est encore plus basse, d'accord. Ça on le verra dans certains autres cours, la variation de la pression en fonction de l'altitude. Le baromètre il marche comment? À l'intérieur de la poche ici, j'ai de l'air qui est inclus, d'accord. Et quand je vais monter en hauteur, comme il y a moins d'air, l'air qui est à l'intérieur, il va s'étendre. D'accord. Et quand la poche s'étend, ici ça me donne la hauteur. Donc c'est une transformation, c'est une mesure de pression qui me donne une information de hauteur. D'accord.
Ça, vous avez normalement une feuille sur le baromètre. Une des feuilles, elle est sur le baromètre. Sur l'altimètre, pardon. Ok. Donc, ce que je vous conseille pour ces instruments de mesure, là, vous pouvez rajouter des notes dessus, prendre carrément sur une feuille si vous voulez, mais c'est vous qui voyez, quoi. Ok. Parce qu'il y a déjà des infos, donc l'altimètre. Voilà. Donc, il mesure ce qu'on appelle la pression statique. La pression statique, c'est quand j'ai mon avion en l'air. C'est la pression de l'air à cette hauteur-là. D'accord. C'est quoi la pression totale? Mais la pression totale, c'est que mon avion, quand il avance, il y a de l'air qui souffle dessus. Et donc en fait, il y a la pression de la hauteur où je suis, plus la pression de la vitesse. Ça, c'est la pression totale. D'accord. Donc, ici, le baromètre, lui, la sortie du baromètre, elle est surtout pas à l'avant de l'avion. Je ne veux pas mesurer tout le vent qui est en train de venir rentrer sur mon avion. Je veux absolument que ce soit un endroit où il se passe rien. Dans un petit renfoncement, on prend ce qu'on appelle la pression statique. D'accord. Ça va l'idée? C'était clair? Ouais. Ok. Alors, je vais attendre que ça sonne pour pas gueuler. Ouais, il est 16h, je crois. Ouais. Ok. Donc, je disais, l'altimètre, il se base sur la pression statique. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et il se base sur l'atmosphère standard. L'atmosphère standard, c'est température de 15 degrés, pression de 1013,25 hectopascal. Ça, c'est un élément à connaître par cœur. Ces deux valeurs-là, ici, vous devez avoir quelque part sur vos feuilles, atmosphère standard. C'est un D. L'atmosphère standard, sa définition, c'est une température de 15 degrés Celsius et une pression de 1013,25 hectopascal. Ok. Je reviendrai un peu plus tard sur ces unités-là. D'accord. Hectopascal, on en parlera un peu plus tard. On va en faire dans plein d'autres chapitres. Donc c'est une des unités de pression. D'accord. Et l'atmosphère standard, c'est au niveau de la mer. Au niveau de la mer, l'atmosphère standard, elle vaut 15 degrés 1013. Ok. P, c'est la pression. Et T, c'est la température. Ça va? Oui. Ok. Tu avais déjà vu ça? En ligne, c'est bon pour tout le monde? N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok. Alors, ce qu'il faut, quand on va commencer à décoller d'un aérodrome, il faut caler l'altimètre. Pourquoi? Parce que suivant la météo, la pression au niveau de mon aéroport change. D'accord. Donc quand on va caler l'altimètre, est-ce que j'ai un dessin? Pas du tout. On va caler l'altimètre. J'ai des infos après peut-être. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Donc là, le principe de fonctionnement, c'est quoi? C'est que ici, j'ai ma poche qui peut s'agrandir ou se diminuer en fonction de la pression autour. Ça va venir monter et descendre. Ce qu'on appelle une crémaillère. La crémaillère, c'est une barre avec des roues dentées. Ok. Et quand ma crémaillère monte, qu'est-ce qui se passe pour mon aiguille? Elle tourne vers la droite. Donc, quand ma poche se détend, mon aiguille tourne. Ok. Le truc, c'est qu'on a dit qu'il y avait un système de réglage. Pour régler, on a la molette B là. Et la molette B permet de faire descendre tout le système ou de le faire monter. Parce que si un jour il y a une pression un peu plus haute que les autres jours, j'ai besoin de régler pour caler mon altimètre. Sinon mes mesures elles seront fausses. Ok. Voilà. Bon, là, c'est les différents éléments, mais on en a déjà parlé. Et ici, on peut avoir un nombre à lire, mais sinon, on le lit avec les aiguilles. Ok. Il y a souvent un petit cadran ici, plus une aiguille. L'aiguille nous donne le nombre global et le petit cadran nous donne la valeur exacte. Ok. Voilà l'instrument, à quoi il ressemble.
D'accord. Donc, sur cet instrument, qu'est-ce qu'on voit? On voit le petit chiffre ici là plus précis, et on voit avec les aiguilles un truc un peu plus générique. Ok. C'est bon l'idée? On va l'expliquer. Donc les aiguilles, normalement, je ne sais pas si sur l'image vous avez vu, on n'y voit pas trop grand-chose. Normalement, il y a 3 aiguilles. Ok. Une pour les dizaines de pieds, une pour les milliers, et une pour les centaines, centaines et milliers. Ok. De pieds. Ah oui, un pied. Alors ça, c'est un truc que vous devez mettre aussi dans un coin hyper important. Un pied, ça s'écrit fit. D'accord. En anglais, c'est fit. Donc c'est une mesure des Anglais. Donc je suis désolé. Ah ouais. Fit, c'est comme ça. F-E-E-T. L'unité est souvent marquée comme ça. Un fit. Et un fit, c'est 0,304. Souvent on retient 0,3 mètres. En gros, un fit c'est quoi? Environ 30 cm. Alors c'est quand on a des grands pieds, 30 cm. Mais ça donne l'idée de quelle unité c'est quoi. D'accord. Le problème c'est qu'en aviation, on utilise beaucoup les unités des Anglais. Les feet, les nœuds, je sais plus. Mais bon, bref, on utilise beaucoup des unités des Anglais, c'est un peu chiant. Ouais. Les miles, c'est vrai. Et ils ont vraiment des unités à la con, les Anglais. Donc vous le verrez, à chaque fois on va galérer sur des conversions parce qu'on utilise leurs unités, on n'a pas le choix. Ok. Voilà. Du coup, quand je veux convertir l'altitude, si je connais l'altitude en pieds et que je la veux en mètres, regardez. Si je l'ai en pieds et que je la veux en mètres, il faut que je fasse du... J'avais 1 et je veux 0,300, donc je vais faire du x0,3. Donc pour ça, on fait du x3 divisé par 10. Ça fait du x0,3. Ok. Donc quand je veux faire une conversion, ça c'est important de savoir faire les conversions. De mettre en pied et de pied en mètres. Si je veux faire la conversion inverse, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre la valeur en mètres, je la multiplie par 10 et je vais la diviser par 3. Oui. Non, c'est 0,3. 0,304. Mais en gros, 0,304, c'est quasiment 0,3. Ouais. C'est bon? Non, t'es pas convaincu? T'as pas l'air convaincu. La formule inverse, c'est juste que je fais, au lieu de faire x3 divisé par 10, je fais x10 divisé par 3. Ok. Donc il faut savoir passer de l'un à l'autre. Je dis pas que c'est pratique, je dis pas que c'est évident, je dis pas que... Mais en fait, dans les questions du BIA, c'est régulier qu'il faille savoir passer de mètre à fit et de fit à mètre. Ok. Oh, pardon. Désolé. Donc ça c'est pareil, je crois pas que ce soit sur des fiches ce soir. Mais ça fait partie des connaissances générales à avoir qui va nous servir dans tous les modules. Ok. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors, les calages altimétriques, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Ça mesure deux choses. Moi ce que je vous propose, c'est que je vais vous le dessiner. Comme ça on va aller plus vite. Ce qu'on appelle le calage QFE. Le QFE, donc je fais un dessin ici au tableau. Hop. Donc je vais mettre le dessin au tableau. Hop. Youpla. Impeccable. Donc le calage QFE, c'est quoi? Donc imaginez, dans le monde, j'ai ma piste d'avion. Ma piste d'avion, hop. C'est une merveilleuse piste d'avion, de rien. Ma piste d'avion, quand je vais décoller, je vais faire le calage QFE. C'est-à-dire que quand je suis ici, je vais mettre le 0 sur mon altimètre. Donc le QFE, quand je serai en l'air. Attention, on y arrive. Le moment que vous attendiez tous. Hop. Ceci est mon avion. Voilà. C'est bon, hop là. Mon avion. Si j'ai fait un calage QFE, quand je suis en l'air, mesure quoi mon altimètre? La distance entre l'avion et la piste. Ouais, la hauteur entre l'avion et la piste. D'accord. Donc si j'ai fait un calage QFE,
L'altimètre donne la distance, la hauteur par rapport à la piste. La hauteur avion, piste. Pourquoi c'est utile le QFE? Bah quand je suis sur mon aérodrome de Figeac-Livernon et que je veux juste faire des tours de piste et voler un peu aux alentours et je reviens au même endroit, je sais mon altitude par rapport à ma piste. Ok. Donc c'est pratique parce que quand je sais que je vais revoir me poser, et j'ai juste à redescendre avec je vais être à 100 feet au-dessus de la piste. Quand mon altimètre affiche 100, et je sais que je suis à 100 feet au-dessus de la piste. Ok. Donc ça c'est un calage qui est pratique quand on veut faire. Ma caméra qui est en flou. C'est un calage qui est pratique quand on veut faire des tours de piste. Ok. Désolé, j'allume ça, est-ce que ça va être mieux? Ok, c'est recalé. Donc le QFE, c'est pratique pour quand je veux revenir au même endroit. Ok. Maintenant, deuxième calage qu'on appelle, donc c'est les hauteurs par rapport à la piste, d'accord? Les calages altimétriques. Dans les calages altimétriques, c'est le QNH. Donc le QNH, ce qu'on va imaginer, c'est que ici là, hop, ça c'est quoi? La mer, merci. C'est gentil à toi de l'avoir connu. Voilà. Donc, par rapport à la mer, je vais avoir une certaine pression au niveau de la mer et une certaine pression au niveau de mon aérodrome. C'est pas les mêmes. Vu que mon aérodrome il est peut-être à 1200 mètres d'altitude. Donc du coup, quand je fais mon calage QNH, c'est par rapport à ça. Donc par rapport à ça, quand je fais mon calage QNH, je vais essayer de le mettre en couleur mais pas de la mauvaise couleur. QNH par rapport à la mer. Le calage QNH, il est fait par rapport à la mer. D'accord. Et l'altimètre, il donne quoi du coup? Il me donne quoi comme information sur mon vol? Ouais. C'est ce qu'on appelle comment communément? Quand je vous dis Figeac, il est à 600 mètres. C'est quoi? C'est l'altitude. Donc l'altimètre, il me donne la vraie altitude. Ok. La différence entre les deux, c'est que si j'ai un aéroport qui a une altitude de 600 mètres, le QNH inclut les 600 mètres, le QFE ne l'inclut pas. Ça va l'idée? À peu près. Normalement, avec ce dessin-là, je trouve qu'on comprend un peu mieux qu'avec les définitions qui sont un peu pas faciles. Ok. Il y a des cas où le QNH va être négatif. Comme il y a par exemple certains pays qui sont en dessous du niveau de la mer. Est-ce que du coup, certains pays qui sont en dessous du niveau de la mer? Oui. Les Pays-Bas par exemple, il y a des endroits où sont en dessous. Ah oui, on est dans des cas particuliers, hyper particuliers. Ça pourrait être négatif. Je suppose. Ouais. Alors là, c'est une très bonne question. Kevin, c'est pour toi. QNH des pays qui sont en dessous du niveau de la mer. Donc ça, je vous propose de directement lui poser la question sur le WhatsApp. Ok. Parce que là, il faut une note là. Et n'hésite pas à l'envoyer ce soir si ça te dérange pas. Comme ça, on lui demande. J'avoue que j'y ai pas pensé. Mais encore une fois, je découvre le BIA un peu en avance de vous, mais pas beaucoup en avance de vous. Donc c'est une très bonne question, je ne saurais pas y répondre. Mais je suis content de savoir la réponse bientôt. C'est bon pour tout le monde? QNH et QFE, pardon. Ok. Donc ça donne l'altitude et pas la hauteur par rapport à la piste. C'est bon pour tout le monde ça? Voilà. Donc ça c'est des éléments qu'on va réutiliser. On l'utilise quand on veut naviguer à basse altitude et tout ça. Il existe un troisième truc qui s'appelle le calage altimétrique. D'accord. Alors le calage altimétrique, c'est un troisième que je vais écrire ici. Le calage altimétrique. Le calage altimétrique, c'est quand je vais très haut dans le ciel. Le problème, c'est que les pressions et tout ça, il peut y avoir plusieurs types de réglages et tout ça. Donc ce qu'on va faire, plutôt que de se caler par rapport à un aéroport et par rapport à la mer, parce que suivant les pays, c'est plus chaud ou moins chaud, la pression au niveau de la mer, c'est pas la même.
Donc du coup, si un avion qui vient de Russie et un avion qui vient d'Afrique veulent se croiser, il y en a un, il s'est réglé avec la mer chaude, l'autre avec la mer froide. Réglages, ils sont pas les mêmes. S'ils ont dit, moi je suis 1000 pieds au-dessus de toi et l'autre 1000 pieds en dessous, en fait, avec les différences de pression, ils pourraient très bien être au même endroit. Donc le calage altimétrique, c'est un calage qui est lié au calage standard. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on va se caler pour avoir une pression réglée de 0 feet à 1013,25 hectopascal. Donc là ici, le calage altimétrique, le 0 feet, il correspond à 1013,25 hectopascal. J'ai pas dit à quoi ça correspondait le 0 feet ici. Le 0 feet dans le cas du QFE, c'est le niveau de la piste. Ok. Et le 0 feet au cas de là, c'est quoi? Le niveau de la mer. Ça va, c'est plus compréhensible. Donc là, l'avantage du calage altimétrique, tout le monde s'est réglé sur la même valeur. Donc quand je donne une altitude, au moins on sait qu'on est tous réglés pareil. Et donc quand on va se rapprocher, comme on mesure nos pressions sur la même référence, on est sûr de ne pas se croiser en face à face. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt. Ok. Ouais, je par exemple là où des pressions, ça pourrait pas fausser les. Alors si, ça pourrait fausser, mais non, mais c'est en permanence. Imagine ici, tu as des pressions plus basses que ici. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas avancer? Comme tu veux maintenir ton altitude. Et bien tu vas maintenir par rapport à ta mesure. Ok. C'est-à-dire que tu vas pas maintenir une vraie altitude, tu vas maintenir une route de pression constante. Voilà. Donc ton avion en permanence, tu vas ajuster pour suivre les pressions et les dépressions et les anticyclones un peu. Voilà. Les endroits où il y a plus de pression et les endroits où il y a moins de pression. Encore une fois, éléments à confirmer avec Kevin qui pilote vraiment. Ça m'intéresse aussi. Moi, j'ai pas piloté en hauteur, donc il faudrait vérifier si ce que je te dis, c'est pas une connerie. Mais on va lui demander ce soir. Si j'oublie, n'hésitez pas à le faire à ma place. Ok. Et l'avantage, c'est que l'altimètre va donner des niveaux de vol. D'accord. Et suivant de où à où je vais sur la planète, il y a des routes spécifiques qui sont réservées. Quand je vais dans un sens, c'est les routes paires, dans l'autre sens, c'est les routes impaires. On le verra un peu plus tard. Mais il y a des règles de circulation comme sur la route. En France, on conduit à droite. Dans l'air, si je vais dans ce sens-là, je suis à telle hauteur, et si je suis dans ce sens-là, je vais à telle hauteur. Pour éviter que les avions se croisent. Voilà. Et donc du coup, quand on donne les niveaux de vol, ici je donne le niveau de vol qui s'appelle FL. Alors là, je sais pas ce qu'ils ont donné, 150. Ça veut dire que je suis à je rajoute 2 zéros, 1500 feet en termes d'altitude. Ok. Ça va à peu près l'idée. Donc ça c'est pareil, on le reverra dans les règles de navigation. Mais au moins vous en avez déjà entendu parler une première fois. Ok. Ça va Paul? Beaucoup de choses. Bon. J'avance. Ok. Allez. On passe au variomètre. Alors le variomètre, il mesure quoi? Hop, faut que je rechange mon écran. Pardon. Pas sur la bonne souris. Hop. Le variomètre, il mesure quoi? Ouais. La vitesse verticale. Exactement. C'est-à-dire que si mon avion il est en train de monter, je vais avoir une vitesse verticale positive. Et si je suis en train de descendre, j'ai une vitesse verticale négative. Ok. Donc le variomètre sur le slide là, c'est quoi? C'est une aiguille. Wow. Mon écran a planté. Non, c'est bon. C'est une aiguille comme ça qui m'indique la vitesse verticale vers le haut, vers le bas. Comment ça marche? Alors le fonctionnement, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est pas évident. Donc je vais faire de mon mieux pour l'expliquer. Je ne promets pas d'être très clair, mais je vais essayer. Vous imaginez je vais l'expliquer directement sur le schéma là-bas. Je ne vais pas refaire un dessin dégueulasse. Donc on mesure la pression extérieure. D'accord. Et on va avoir un tube ici là, un boîtier dans lequel ça stocke la pression. Ça stocke de l'air. D'accord. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en train de monter? Quand je suis en train de monter, il va y avoir moins de pression dehors que dedans de ma boîte.
Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va faire que ici, ce truc-là va baisser ou monter. D'accord. Vous imaginez ça un peu comme un flotteur, quoi. Si j'ai moins de pression dedans que dehors, qu'est-ce qui se passe? Ça monte. Si j'ai plus de pression, ça descend. Ok. Vous allez me dire, le problème, c'est que si jamais je laisse pas rentrer d'air, ça va jamais changer, donc mon truc, il est nul, quoi. Ici, il y a un tout petit tube, tout petit, qui a été calculé pour qu'il y ait un petit peu d'air qui rentre. Mais il faut un certain temps pour que ça rentre. D'accord. Et la taille du tube, c'est ça qui fait que mon capteur il réagit plus ou moins vite. Ce qui est important de retenir, c'est que mon variomètre, il a toujours un temps de retard. Entre 1 et 5 secondes. C'est énorme. Quand on est dans un avion, je peux vous le dire, la première fois que vous piloterez, vous serez très déçu que ce truc-là, il ne bouge pas. Parce que vos organes vont vous dire, oula, je suis en train de monter, vous allez sentir vos organes qui font ça, ou là, je suis en train de descendre et vous allez sentir vos organes qui font ça. Ok. Le variomètre, lui, il aura toujours pas bougé, alors vous serez déjà en train d'être à la limite de... Voilà. Ok. Le variomètre a entre 1 et 5 secondes de décalage. Ce qui veut dire que quand je vais me faire un vol, en fait, le variomètre, il ne me montrera pas toutes les petites variations. Il va me montrer la tendance générale de ma descente, la tendance générale de ma montée. Ok. Donc, ce qu'il faut retenir sur le variomètre, c'est qu'il a un temps de réaction entre 1 et 5 secondes. Il mesure la pression statique, encore une fois, et il mesure l'ancienne pression statique. Et c'est cette différence de pression statique qui me donne la vitesse verticale. Voilà. Est-ce que c'était clair comme explication? Tant mieux, parce que je ne pensais pas arriver à être clair sur cet élément-là. Donc le principe de fonctionnement, c'est ce que je vous disais. J'ai déjà dit tout ça, il présente un temps de réaction de 1 à 5 secondes. Le problème, c'est qu'en plus, c'est pas un élément très précis. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça c'est problématique aussi parce que suivant les types d'avions, l'unité n'est pas la même. Pratique, merci l'aviation. Voilà. Donc il faut savoir bien sûr convertir. Quand je prends ce variomètre ici, vous voyez que c'est une centaine de feet par minute. Ok. Quand est-ce que je vais les avoir marqués? Je sais pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que 100 feet par minute. Je crois que ça va être marqué après, mais je suis pas sûr. 100 feet par minute. Vous êtes d'accord qu'on avait dit qu'un feet c'est 0,3 mètres. Donc là, ça ferait 30 mètres par minute. Si je le convertis. Sauf que si on veut passer en mètres par seconde, il faut que je divise par 60. Donc 30 mètres par minute, ça fait 30 sur 60 mètres par seconde. Ce qui veut dire à peu près 0,5 mètres par seconde. Super conversion, hyper pratique. Ok. Et dans l'autre sens, si j'ai 1 mètre par seconde, bon là c'est facile, ça fait à peu près 200 feet par minute. Voilà les deux conversions qu'il faut savoir faire sur suivant si je vais en feet par minute ou en mètres par seconde, c'est pratique de savoir les deux. Ok. Il est clair. Oui, je t'écoute, Riyad. Il y aura des questions sur comment fonctionne le variomètre ou le... Je suis en train de réfléchir. Parce qu'en fait, j'ai pas fait toutes les annales. Donc j'ai déjà vu des questions sur les fonctionnements des instruments. Ça, c'est sûr. Sur le variomètre en particulier, je me souviens pas. Je saurais pas te dire. Je sais pas. Ouais. Vous avez fait des sites pour tester des questions de meilleurs et il y avait des questions comme ça. Ok, donc il y a eu des questions sur le variomètre. Voilà. Donc il y a des questions sur le variomètre. Et oui, de toute façon, vous inquiétez pas, à la fin du module, on va faire des annales sur ce module-là. D'accord. Et à la fin, de toute façon, je vous donnerai tous les sites pour vous entraîner. On a les 8 dernières années. Trié par module en plus. Donc voilà. Et à la fin, ça vous dit est-ce que vous avez fait juste ou est-ce que vous avez fait faux. Il n'y a pas la correction. Ça vous dit juste est-ce que vous êtes trompé ou pas. Mais il n'y a que la bonne réponse, mais pas l'explication qui va avec. Voilà. Mais en attendant, on est là aussi pour ça, ensemble, quand on fait un questionnaire, on peut arriver normalement à trouver la bonne réponse. Théoriquement, je suis censé pouvoir les trouver pour vous.
Des fois c'est un peu limite parce que j'ai pas assez de recul et que je me trompe. Mais dans l'ensemble, je m'en sors pas trop mal. Voilà. Et cette année, en plus, je vais passer le concours pour être encadrant officiel de BI. Donc voilà. Donc l'instrument, si c'est vers le haut, ça dit que ça monte, si c'est vers le bas, ça dit que ça descend. Ok. Pour les parapentistes et les deltistes, c'est-à-dire ceux qui font du deltaplane, c'est hyper important. Quand on est en avion, comme il y a 5 secondes de décalage, bon, c'est moins critique. D'accord. Voilà. Ça, c'est les deux conversions que je vous ai données ici. Donc le texte, on s'en fout, on peut passer à la suite. L'anémomètre, ça mesure quoi? La vitesse par rapport à l'environnement. La vitesse du vent. Un anémomètre, ça mesure la vitesse du vent. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Le nom le plus commun, c'est le badin. Donc l'anémomètre, parce que ça a été inventé par monsieur Badin. Alors, le problème, c'est qu'en avion, est-ce que j'ai fait mon joli dessin? Oui, j'ai fait plein de jolis dessins. Il y a plusieurs vitesses. D'accord. Il y a la vitesse que je vois sur l'instrument. C'est une première vitesse. J'ai la vitesse vraie, c'est la vitesse de l'avion dans l'air. Et j'ai la vitesse. Ensuite, j'ai une autre vitesse, c'est la vitesse propre. Et j'ai aussi la vitesse sol. Donc en fait, il faut bien voir, c'est qu'en avion, il y a autant de vitesse que d'éléments. Je vais vous faire un dessin parce que tout ça, sinon c'est un peu compliqué. Et que je sais que vous adorez mes dessins, donc on va essayer d'en profiter. Le sol. Je vais refaire un avion de qualité. Attention. Hop là. Ceci est mon avion. Waouh. Il s'améliore vraiment pas avec le temps, à mon avis. Mais bon, c'est l'idée qui compte. Ceci est un avion, il va vers la gauche. C'est bon pour tout le monde. Donc mon avion, il a une vitesse. Si j'étais un observateur au sol. D'accord. Je suis un observateur au sol. Hop. S'il te plaît, quand même. Mon avion, j'ai l'impression qu'il avance à une certaine vitesse. C'est ce qu'on appelle la vitesse sol. Ok. Celle-là, c'était assez facile. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? En vrai, il y a du vent. Ouais. Donc comme il y a du vent, alors attention, mon vent, je vais le schématiser par ça. Vitesse du vent. C'est pas du tout représentatif, mais c'est pour voir un peu l'idée, d'accord? C'est la vitesse du vent ou la vitesse de l'air. Merci. Ok. La vitesse propre de l'avion, c'est la vitesse par rapport au nuage. Vitesse propre. Ok. Vous voyez à peu près l'idée? C'est-à-dire si j'ai du vent en face de moi, si je vais par rapport au sol, alors je vais dire n'importe quoi, 100 km/h avec un vent de face de 20 km/h, par rapport au nuage, je vais à 120 km/h. Parce que moi je vais à 100 comme ça, les nuages vont à 20 comme ça, donc moi par rapport au nuage, je vais à 120. Ça va l'idée? À peu près. La vitesse réelle par rapport au sol. Le vent il bloque un peu quand même. Ouais. Mais alors oui et non. C'est-à-dire que oui, il rajoute de la traînée, mais il rajoute aussi de la portance. Je sais pas si c'était ça la question, pas du tout. La question c'était mon avion il vole. Regarde, par rapport au sol à 100 km/h et que j'ai des vents de 20 km/h. J'ai une vitesse par rapport au vent de 120 km/h. Ouais. Je sais pas si ça répond à la question. J'ai fait la vitesse du sol moins la vitesse du vent. Vitesse du sol moins la vitesse du vent. Alors je vais refaire un schéma. Ça va peut-être être plus clair. Quand j'ai une vitesse, je vais essayer de garder les mêmes couleurs. C'est pas évident. Vitesse propre. Alors je dessine mal et en plus j'écris mal. C'est vraiment t'es pas très agréable avec moi. Non, plus sérieusement, quand j'ai la vitesse sol, est-ce que vous connaissez la notion de vecteur? Vous l'avez déjà vu en cours? C'est merveilleux, vous allez la voir maintenant. Alors, la vitesse sol, c'est quoi? C'est par rapport à la route. La route, c'est quoi? C'est là où je veux aller. Oui.
vous allez voir en maths et en physique aussi. D'accord. Et là, j'ai écrit un truc. Ah oui, c'est bon. J'arrive à me relire. Effectivement, je n'écris pas si bien que ça. Ma vitesse seule, c'est la vitesse par rapport à la route. D'accord. Maintenant, ma vitesse propre, mon avion, en fait, quand je veux aller vers là-bas, si j'ai du vent, imaginez, regardez, j'ai du vent. Alors, je vais essayer de le faire par rectangle, mon triangle. Putain, je ne peux pas faire des cas particuliers. Ah, je ne veux pas faire ce cas particulier. Ok, je vais faire une vitesse du vent comme ça. Alors attention dessin de qualité. Mon avion, je veux aller là-bas. Mais en permanence, j'ai du vent comme ça. Est-ce que je vole comme ça? Qu'est-ce qui va se passer sinon? Je pars à Babel-Oued. Donc, l'idée, oui. Oui. Ça va pas partir. Alors si, ça part vraiment bien. Le vent a un énorme effet sur l'avion. D'accord. Il y a un effet qui est intéressant, qui est dans le même sens que ma route, mais il y a un effet qui n'est pas intéressant, qui a tendance à me faire dériver. Donc, si je veux maintenir une route comme ça, le problème, c'est qu'il va falloir que je vole comme ça. Et mon avion va faire ça avec le vent. Ok. Je reprends un coup. Je reprends. Mon avion, si je veux aller vers là-bas. Le problème, si j'ai du vent, c'est qu'il va dériver en même temps. Et moins il va vite, plus il va dériver. Ok. C'était ça que tu voulais dire? Ah pardon, excuse-moi, je vais un peu spoiler ta phrase. Du coup, pour éviter ça, qu'est-ce que je fais? Je vais compenser. Et comme ça, si je vise là, je vais venir vers là-bas. Ok. Donc je vais voler ce qu'on appelle un peu en crabe. Ouais. Exactement. Dans les courants, t'as la même chose. Avec les bateaux, t'as exactement la même chose. Donc du coup ici, ce qui va se passer, c'est que ma route, c'est ça. Mais ici, ma vitesse propre, c'est ça. Ma vitesse propre, c'est celle qui ne dépend pas du vent. Et ma vitesse propre, je vise un certain cap. C'est-à-dire que mon avion, je l'ai tourné vers, par exemple, un cap à 240 degrés. Sauf que ma route, elle est peut-être à 260. Et comme il y a un certain vent, mon avion qui est comme ça va dériver en même temps. Alors là, j'ai fait des angles absolument infâmes, c'est pour que vous voyez. Après, sur des très grandes distances, même des petits angles, ça joue énormément. Ouais. Le vecteur, c'est le fait que j'ai des flèches. Voilà. Et que ici, la vitesse seule, si tu regardes, si je fais noir plus vert, j'ai fait le même chemin que le rouge. C'est ça la notion de vecteur. Ok. C'est la notion de flèche en fait. Donc vitesse seule, c'est vitesse propre plus vitesse vent. Ok. Je sais pas si c'est là. Oui, Riyad. La vitesse elle est exprimée en nœuds et en kilomètres par heure. Ouais. Donc là, je vais essayer d'expliquer un petit peu la différence entre ces trois vitesses-là. Oui. J'en ai pas la moindre idée. Non, en nœuds souvent. À confirmer. Oui. Alors, si un vent de face, on peut faire 2-3 exemples si vous voulez. Si j'ai une vitesse propre qui est là. Ok. Et que j'ai un vent de face. Pur. Qu'est-ce qui se passe? Ma vitesse par rapport au sol, elle est plus petite. Si je vais à 100 km/h et que j'ai 20 km/h de vent de face, je vais en vrai qu'à 80 km/h. C'est exactement pour cette raison qu'on atterrit toujours face au vent. Quand j'atterris face au vent, ma vitesse par rapport au sol est toujours plus petite que ma vitesse de mon avion par rapport à l'air. Ouais. Alors peut-être que je me suis mal exprimé. Je sais pas, c'était peut-être pas très clair, je suis désolé. Ça dépend de quoi je parle en fait. Et je pense qu'on parlait de la même chose mais différemment. La vitesse que j'ai par rapport au nuage, le nuage vu qu'il vient à 20 km/h, moi je vais à 80, ça va en 100 en fait. Par rapport au nuage, je vais à 100. Mais toi, oui. Ouais. Mais du coup, par rapport au nuage, du coup, si on a le vent de face, en fait, on va plus vite, mais du coup, en fait, on va moins vite.
Oui, on va. Oui. Alors en fait, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que l'avion, sa vitesse propre, si je change pas le moteur, sa vitesse propre, elle est quasiment constante. Ok. Donc imaginons, si je prends ma vitesse propre de 100 km/h et que cette fois je mets le vent de dos. Alors déjà pour avoir un vent de dos, c'est compliqué. Mais on va imaginer que j'ai un vent de dos. Dans ce cas-là, ma vitesse par rapport au sol, c'est ça. Alors en fait, un vent de dos, c'est pas possible. Mais bref, oui. De toute façon, l'avion il vole plus très bien si on est en vent de dos. L'avion ne vole pas si on est en vent de dos normalement. Je vais toujours plus vite que le vent. Ah bah oui. Si en fait le problème c'est que mon aile, elle est pas prévue pour faire de la portance quand ça souffle. Donc normalement mon avion, en fait ce qu'il faut bien voir, c'est que je peux pas avoir un vent de dos. Je peux juste avoir un vent qui est plus ou moins important de face et qui est plus ou moins important sur les côtés. Voilà. Mais comme mon avion il vole, et tant qu'il vole, c'est une bonne nouvelle, il a toujours du vent de face. D'accord. Voilà. Par contre, si j'ai un vent de face très important, je peux avoir l'impression que mon avion il fait du sur place. Pour des vents très importants, mon avion fait du sur place par rapport au sol. En général, quand tu as des vents ultra importants, on vole pas. Surtout pas. Je suis d'accord avec toi. Alors ça, on le voit plutôt quand on est en parapente. En parapente, ça va à peu près à 30 km/h. Un vent de 30 km/h, c'est possible. C'est courant. On le fait pas pour des débutants, mais pour des gens qui sont un peu confirmés, ils le font. Moi, j'ai vu des gens, ils étaient en parapente, ils gonflent le parapente et ils décollent comme ça. Juste en fait, il y a assez de portance pour les tirer vers le haut. Et il décolle sans avoir besoin d'avancer. Parce qu'en fait, il y a tellement de vent de face que par rapport à l'air, ils sont déjà à la bonne vitesse. Comme s'ils avaient couru quand il n'y a pas d'air. Ok. Je sais pas si ça répond à la question. En tout cas, mon avion, lui, pour voler, il a besoin d'air qui arrive dans le bon sens. Sinon, il ne vole pas. Ok. Voilà. Oui. Généralement, on le sait la veille si le vent il est plus ou moins important comme ça. On prévoit sa route en fonction des vents, bien entendu. Pour éviter de se prendre des vents. Oui. De toute façon, ton avion, en fait, regarde. Si tu avais un vent par rapport au sol qui va dans un sens, de toute façon, par rapport au nuage, tu vas toujours dans le bon sens. Puis en fait, là où on va aller, le vent souffle vers là où on va aller. Et bien ça s'additionne dans le bon sens. Dans ce cas-là. Oui. Mais par contre, mon avion par rapport au nuage va toujours à la même vitesse. Oui. On va de travers, mais vraiment de travers. En perpendiculaire pur. Oui. Si j'ai un vent perpendiculaire pur. Eh bien, je vais juste. Je sais plus ce que c'était la question. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Alors, en fait, le pire cas qu'on peut avoir, c'est si j'ai perpendiculaire à ma route. Si le vent est perpendiculaire à ma route, ici, ça voudrait dire qu'il est comme ça. Dans ce cas-là, c'est là où j'ai vraiment le plus de perte de vitesse par rapport à mon chemin. Voilà. Oui. Je vais à 500 km/h avec les 2 km à faire. Donc si je l'ai à 100, je sais pas. Alors, si déjà t'as des vents comme ça, moi je te conseille, monte pas dans l'avion. Non. En vrai, et ce qu'il faut bien voir, alors je suis d'accord avec la remarque qui a été faite en ligne, il y a vachement d'unités, ça va être des miles per hour. Ok. Des miles par heure. Donc on va en reparler de toutes les unités et tout ça. Sur les vents, je vous propose qu'on fasse une pause sur ça et qu'on avance un petit peu. De toute façon, on va les revoir en météorologie et en tout ce qui est aérodynamique ensuite. On va revoir des trucs comme ça. Ok. Parce que sinon, on n'aura jamais le temps de finir. Il est quelle heure? Il est 44. Merveilleux. Voilà. Est-ce que l'idée, ça va au moins? Alors, je sais que la notion de vent là, elle est pas évidente. Et en plus,
J'ai fait volontairement une impasse, je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai dit, il y a plein de vitesses, mais la vitesse indiquée, la vitesse vraie et tout ça, je sais pas vous les définir correctement mieux que ce qui a été fait ici. C'est pour ça que j'en ai pas reparlé. Oui. Ouais. La route, c'est égal. Ouais, mais là ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'essaie de ne pas faire un cas particulier. Donc comme tu peux le remarquer, ça a été un échec. Hop. Je vais le faire comme ça si tu veux. Hop là, j'ai un vent. Voilà. C'est pas forcément un rectangle. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire. Mais effectivement, quand j'ai un rectangle, je peux faire Pythagore. Non, ici les vecteurs, ils sont vraiment quelconques. J'ai essayé de ne pas faire un cas particulier, mais c'est plus dur de ne pas faire un cas particulier que de faire un cas particulier. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là, cette idée? Ok. D'accord. Non. En fait, ce qu'il faut normalement, c'est faire des projections pour faire ça proprement, mais je ne vais pas vous en parler là. Le vent, on peut le décomposer en deux vents particuliers. Est-ce que je vais noter quelque part? Le vent effectif, c'est le vent traversant. Donc le vent effectif, c'est le vent qui est dans le même sens que ma route. Ça, c'est le vent effectif, et ça, c'est le vent traversant. C'est celui qui a tendance à me dévier. Oui. Pour les clubs, le vent en lui-même, le vent il n'est pas droit, il y a des déformations. Il peut être plus puissant à un endroit. Ah oui, alors en plus, le vent, effectivement, il n'est pas le même sur mon avion, il n'est pas le même partout le long de ma route. En permanence, on va devoir corriger. En fait. Je sais pas si ça répond à ta question. Enfin, je suis d'accord avec toi, c'est que le vent il varie en permanence, c'est quelque chose de vivant. Donc il va falloir qu'on corrige en permanence plein de choses. Par exemple, sur le courant d'un fleuve, ça va être un peu ondulé, ça va pas être rond. Oui. C'est ça en fait, parce que c'est pareil pour le vent. Du coup, on doit... Alors, au niveau de la taille de nos avions à nous, on peut supposer que le vent il est constant sur l'ensemble de l'avion. D'accord. Par contre, quand je suis ici, le vent peut avoir changé. Il peut avoir changé de force. C'est ce qu'on appelle des bourrasques. Les bourrasques, ça souffle, ça souffle plus. Ça peut changer de valeur. Et ça peut changer aussi de direction. Les vents tournent. D'ailleurs, si vous regardez les cartes météo, on vous fait des cartes où il y a des flèches comme ça qui montrent que le vent par endroit, hop, voilà. On vous donne l'ensemble des différents vents sur l'ensemble de la carte. Ça répond à la question un petit peu. Bon. Très bien. Des fois, c'est pas facile parce que je suis pas sûr de toujours comprendre, donc n'hésitez pas à me relancer si c'est pas clair. Ok. Hop. Les vitesses. Alors, pour les avions très rapides, il y a ce qu'on appelle un Mach-mètre. C'est quoi le Mach? Ouais. Ok. Un Mach, c'est en gros la vitesse du son. Est-ce que vous connaissez la vitesse du son dans l'air? À peu près. Oui, vas-y. Oui. Je t'écoute, pardon. Est-ce que le vent il impacte plus que le petit? Les surfaces sont plus grandes. Les efforts sont plus grands. Donc oui. Le problème, mais en même temps autre chose, c'est qu'un gros avion il est plus lourd. Donc en fait, il a aussi l'inertie, c'est-à-dire qu'il a aussi un certain poids et quand il est lancé, il est lancé. Donc pour le pousser, il faut plus de vent aussi. Mais comme il a plus de surface, le vent a un peu plus d'effet. Donc c'est complètement différent. Mais c'est complètement différent à la fois dans les faits et à la fois dans l'effort qu'il faut faire pour le bouger. Les deux. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire? Quand j'ai un camion sur autoroute qui a beaucoup de vent, comme il a une très grande surface, il est très sensible au vent. Mais comme il est plus lourd, il a moins tendance à bouger comme ça. Voilà. Je réponds pas à ta question parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est beaucoup plus sensible, mais à la fois, quand c'est plus lourd, il faut beaucoup plus de force pour le bouger. Voilà. Ça répond à peu près. Ma question c'est quoi? Vitesse du son dans l'air. Oui. Ouais. Environ 300 mètres par seconde. Alors pourquoi on dit environ? Ça change tout le temps, ça dépend de la température de l'air. Ok. Donc c'est un ordre de grandeur, 300 mètres par seconde. Ok. Voilà. Du coup,
La vitesse en Mach, c'est la vitesse de propre divisée par la vitesse du son. Ok. Donc la vitesse en Mach. Un Mach, c'est la vitesse dans l'air. Et la vitesse donnée en Mach, c'est vitesse propre sur vitesse du son. Ok. Je l'écris comme ça parce que le petit A, j'aime pas trop, je trouve pas ça très clair. Oui. Pour chipoter, mais 340. Ouais. Alors le problème, c'est que ça dépend de la température. Suivant si je suis au sol ou si je suis en l'air, c'est pas du tout la même chose. Effectivement, en physique, vous voyez plutôt normalement 330 ou 340. En physique, dans la salle de labo, on est plutôt à des vitesses comme ça. Quand on est en l'air, c'est pas les mêmes températures, on n'a pas les mêmes vitesses. C'est pour ça que le environ, je suis obligé de mettre environ devant. Et c'est important de mettre environ parce que ça dépend de la température. Ok. Voilà. Et comme ça, c'est une mesure. Suivant la hauteur à laquelle je suis, suivant la température, la mesure elle change. Ok. Elle dépend vraiment de la vitesse du son. Ok. Mais c'était une bonne remarque, je te remercie. Ok. Allez. On va arriver à finir les slides peut-être aujourd'hui. 16h50, il reste 10 minutes. Ça va. On a fait le plus dur. Il me reste quoi? Il me reste pas grand-chose, ça va. J'ai pas pris trop de notes à la fin, donc ça devait être pas trop compliqué. C'est faux. Alors, l'anémomètre, il mesure la vitesse vraie à partir du centre de Pitot. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était la centre de Pitot? À l'avant de l'avion, encore un schéma de qualité. À l'avant de l'avion, je sais pas si vous vous souvenez, ici il y avait un petit tuyau là qui allait vers l'avant. Un petit tube avec par-dessus une protection orange. C'est ce qu'on appelle le tube de Pitot. Le tube de Pitot, ça a été inventé par Monsieur Pitot. Bon, jusque-là, pas de surprise. Et ça mesure la pression. Alors la pression, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, je peux effacer là. C'est bon. Ok. La pression, on avait dit, rangez mon avion là. Waouh. Merci. Putain, c'est vraiment la qualité. Donc mon tube de Pitot, il est là. Ok. Il mesure ce qu'on appelle la pression totale. Ok. La pression totale, c'est quoi? C'est le fait que mon avion est en l'air. Dans l'air, il y a une certaine pression qu'on appelle la pression statique que je peux mesurer par exemple ici là. Hop. Là, je peux mesurer la pression statique. C'est la pression à mon altitude. D'accord. Et la pression totale, c'est le fait que j'ai mon avion qui est en l'air et que mon avion il est en train de voler normalement. Et donc du coup, j'ai une pression qui est liée au fait que mon avion il avance. D'accord. C'est ce qu'on appelle la pression dynamique. Donc, si je dois écrire une équation, c'est que la pression totale, c'est égal à la pression dynamique plus la pression statique. La pression statique, elle est liée. Alors, je vais écrire en noir. Ça, c'est lié à mon altitude, à la température de l'air, à tout ça. Ok. Et ça, c'est lié à ma vitesse de vol. Oui. Bonne question. Non, je ne crois pas qu'il ressort particulièrement parce qu'en fait, c'est une mesure vraiment de pression différentielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un écart entre ce truc-là et ce truc-là. Et ça nous donne il va y avoir une photo après, je crois. Attends. Est-ce que j'ai une photo après? Non, j'ai pas de photo après. Bon. Est-ce qu'il ressort? Est-ce que c'est important? Non, c'est pas important. Je saurais pas y répondre, mais je t'invite à poser la question à... Ah, pardon. Paul, tu disais quelque chose? Ah, d'accord, ok. Donc, je sais pas si le tube de Pitot ressort. C'est une bonne question. Oui, mais c'est le but. Ça mesure la compression de l'air. Et ça fait une différence entre l'air qui est comprimé ici, total, et l'air qui est comprimé ici, qui est lié à la hauteur de mon avion dans l'air. Ok. Ça va l'idée?
Moi, mon but avec le tube de pitot, c'est de mesurer quoi? La vitesse de mon avion. Ok, de mesurer une vitesse. Ma vitesse, c'est de mesurer ça. Donc je sais avoir méthode, je sais avoir P statique, donc comment j'obtiens P dynamique. Et P dynamique, qui est lié à ma vitesse, il vaut P tot moins P statique. Ok. Et il se trouve que la pression dynamique, il existe une formule qui me dit que la pression dynamique elle vaut 1,5 de ρ fois ma vitesse au carré. Formule qu'on vous donne. Vous n'avez pas à l'inventer. 1,5 de ρ v carré. Alors ρ, vous ne savez pas ce que c'est, donc je vais devoir l'expliquer aussi. C'est la masse volumique de l'air. Bon, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que ici, à partir de la mesure de P tot et de P statique, d'accord, je vais pouvoir en déduire la vitesse. Parce que si j'ai 1,5 de ρ v carré égal à tout ça, et que je cherche V, mais à partir de cette égalité-là, je peux dire que V, il vaut 2 fois tout ça divisé par ρ, et le tout à la racine. Donc il existe une formule qui me permet de dire que V, c'est 2 fois P tot moins P statique sur ρ. Est-ce qu'il faut connaître cette formule? J'en ai absolument pas la moindre idée. Voilà, de rien. Je sais pas. En fait, le problème, c'est que j'ai pas assez regardé de la nature sur ce truc-là pour savoir s'il faut la connaître ou pas. Donc je vous conseille de comprendre cette idée-là. D'accord, sur le tube de tuto, vous pouvez mettre au dos de la feuille sur le tube de tuto, par exemple, si vous voulez. Parce que l'idée est importante de comprendre comment on l'obtient. Ok. Mais je sais pas s'il faut la connaître ou pas. Je me souviens pas. Oui. Dans l'anémomètre, on n'a pas dit qu'il y avait des arcs de couleurs. On va le voir juste après, ouais. En fait, là, on explique le principe de fonctionnement et après, on voit de quoi il est fait. Ok, oui, je t'écoute. Ça dépend. Ça dépend de sa température et de sa pression. Voilà. Comment ils le font dans le tube de pitot pour le calculer, je sais pas. Vraiment, c'est hyper intéressant. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir et lire l'histoire du tube de pitot et de son fonctionnement. Je sais pas comment il le mesure ça pour avoir une mesure qui soit propre. Je sais pas du tout. Mais effectivement, ça dépend de la température. Plus l'air est chaud, plus il prend de volume, donc plus sa masse volumique est faible. Voilà ce que je peux te dire. Quand j'ai de l'air chaud, il prend plus d'espace que de l'air froid. Donc la masse volumique, comme il y a besoin de... C'est la masse divisée par le volume. Pour 1 kg d'air, ça prend beaucoup plus de place 1 kg d'air chaud qu'un kg d'air froid. D'accord. Oui. Tu veux quoi, un ordre de grandeur? Si t'avais une question, je veux bien essayer. L'ordre de grandeur de la masse volumique de l'air, je sais plus. En vrai, je sais plus. Là, tout de suite, oui. L'air, là, elle a oui. Donc, toute la Terre, de la Terre. Non. En gros, la masse volumique, c'est je prends 1 kg d'air. La masse volumique, c'est je prends 1 kg d'air, combien ça prend de volume? Ça a un volume, 1 kg d'air. Ouais. Voilà. Là, je sais pas. Il faudra qu'on regarde. Donc ça, je viens de vous l'expliquer, d'accord. C'est le théorème de Bernoulli, je ne rentre pas dans le détail, et on obtient la formule finale. Donc je vous conseille, au cas où, de l'avoir dans un coin de la tête dans vos feuilles, et on verra si c'est utile ou à quel point c'est utile. Ok. Principe de fonctionnement. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'anémomètre, il mesure des pressions. Et de ces pressions, on en déduit une vitesse. Ok. Donc ça fait partie des trucs hyper importants à avoir compris. C'est que l'anémomètre me donne la vitesse, mais ce qui mesure, c'est pas la vitesse. Ce qui mesure, c'est la pression. Ok. Oui. Alors là, ça pèse énormément. Non, ça pèse pas énormément, mais ça pèse en fait. Il y a un poids lié à l'air.
Allez, je regarde vite fait pour te répondre. Hop. Alors, excuse-moi. Hop. Oui. Oui. En fait, la pression atmosphérique, c'est quoi? Imagine au-dessus de nous, jusqu'à l'espace, imagine un tube. La pression atmosphérique, c'est le poids de tout l'air qui est au-dessus de notre tête. C'est ça la pression atmosphérique. Donc l'air a une pression. Pardon? Techniquement, oui. Mais en fait, comme notre corps, il a des éléments beaucoup plus lourds que l'air. Ce qui est important, finalement, c'est pas l'air qu'on contient en nous. C'est tout le reste en fait. Si elle pèse pas, il y aurait une gravité, on serait pas comme ça. Alors, redis-moi ta phrase. S'il n'y avait pas d'air, il n'y aurait pas de gravité? Pas du tout. Alors, il n'y aurait pas d'atmosphère. Non, s'il n'y avait pas de gravité, il n'y aurait pas d'atmosphère. Mais par contre, l'air, c'est pas lui qui crée la gravité. La gravité, c'est le fait que la Terre, elle a un cœur, elle a une masse, et c'est la Terre qui nous attire. Et c'est le fait que la Terre attire les choses qui ont une masse, c'est ça qui attire l'air autour. On a une atmosphère parce que la Terre attire l'air autour aussi. Ok. Dans les airs, il y a moins d'air. Oui, parce que plus je vais haut, plus le tube qui est au-dessus de moi, il y a moins d'air au-dessus. Ok. Pour répondre à ta question, c'est à peu près 1,2 kg par mètre cube. Pour 1 mètre sur 1 mètre, ça fait 1,2 kg. Ça fait énorme. Par rapport à ce qu'on imagine que l'air ne pèse rien, ça pèse quand même un petit peu. Je vous propose qu'on essaye juste de finir. Normalement, il ne manque quasiment rien. Ok. Donc, en altitude et haute vitesse, on est obligé de corriger, et je pense qu'on corrige à cause de ça. Ok. Parce que justement, la masse volumique change en fonction de la température et donc de l'altitude. Ok. L'instrument, et je pense qu'on aura quasiment fini avec cet élément-là. Il y a plusieurs bandes dans un anémomètre. La bande blanche, c'est quoi? Ouais. C'est la vitesse des acides. Voilà. Si je sors de la bande blanche, je n'ai pas le droit d'avoir les volets sortis. Ok. Si je sors de la bande blanche avec les volets sortis, qu'est-ce qui risque de se passer? Avant le crash, il risque de s'arracher. Toi, t'es parti, c'est bien, tu fais tout le monde. Ensuite, dans la bande verte. Dans la bande verte, ici, c'est quoi? C'est le vol classique. Ouais. Et le vol jaune. Ça regardait la feuille. Ouais. Alors, oui et non. Quand il y a des perturbations, je dois rester dans la zone verte. Quand il n'y a pas de perturbations, en condition calme, je peux aller dans la zone jaune. Ok, mais que quand je suis en condition très calme. Ok. Et le trait rouge. Là, par contre, on dépasse pas. Ça risque d'abîmer l'avion. On est sur vraiment des contraintes mécaniques trop importantes. Voilà. Oui, l'exemple de la Lune qui n'a pas d'air ni d'atmosphère possède une gravité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je viens de voir le commentaire. Anémomètre, c'est ce qu'on vient de dire sur les arcs. Et normalement, on a quasiment fini. Ok. Il restait l'indicateur de virage et de symétrie. Si vous voulez, on le reprend la semaine prochaine, ça? Ouais. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ok, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous invite à regarder les deux vidéos